Samedi 23 juillet, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Tout de suite les titres de ce journal. Mali, attaque meurtrière contre les forces armées maliennes. La communauté internationale réagit et condamne ces attentats. Maroc, les célébrations de la fête du trône suspendues au moment où l'occupation marocaine du Sahara occidental essuie un nouveau revers diplomatique. Palestine, mouvement de protestation contre les arrestations et détentions arbitraires de l'occupant sioniste, 75 prisonniers palestiniens en grève de la faim. L'Organisation mondiale de la santé déclenche son plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe. Près de 17 000 personnes ont été touchées dans 75 pays. Nous le disions à l'instant, au Mali, les réactions internationales s'enchaînent après les attaques perpétrées ces derniers jours. La communauté internationale condamne ces attentats déstabilisant la sécurité dans le pays et la région du Sahel. Emin Touta. Les vagues d'attaques meurtrières et simultanées qu'a connues le Mali entre le 21 et le 22 juillet n'ont pas laissé la communauté internationale indifférente. Plusieurs pays et institutions mondiales ont condamné ces attentats dont les forces maliennes ont été prises pour cible. À l'image de l'Organisation de la coopération islamique qui a condamné via un communiqué les attaques terroristes qui ont visé la caserne militaire de Kati, près de Bamako. Le secrétaire général de l'institution, Hussein Ibrahim Taha, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Réaction similaire exprimée par la délégation onusienne au Mali, la MINUSMA, qui s'est vigoureusement indignée contre les attaques qui ont visé les FAMA, au cours desquelles plusieurs soldats maliens ont été tués et d'autres blessés. De son côté, l'ambassade des États-Unis à Bamako a dénoncé les attaques perpétrées dans plusieurs régions du pays. Sur le plan continental, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, s'est mis du côté des efforts entrepris pour la restauration de la sécurité et la réussite de la transition dans l'intérêt du peuple malien. Pour rappel, le bilan de la dernière attaque est d'un soldat malien tué et 6 blessés, dont un civil, et de 7 assaillants neutralisés. Et aux dernières nouvelles, ces attaques meurtrières ont été revendiquées par le groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, Jamaat Nusrat al-Islam. Et au Mali, toujours, le secrétaire général adjoint de l'ONU est attendu demain, dimanche, à Bamako. Jean-Pierre Lacroix effectuera une visite de 5 jours, durant laquelle il discutera avec les autorités maliennes de la prolongation d'1 année du mandat de la mission de paix MINUSMA. On le rappelle, cette visite intervient après la décision du gouvernement malien d'expulser la porte-parole de la MINUSMA au Mali. Au Tchad, les groupes rebelles annoncent réintégrer les pourparlers initiés par le gouvernement à Doha. Une décision qui intervient après des échanges avec le conseiller à la sécurité de l'émir de l'État du Qatar et son équipe il y a 2 jours. Sur sa page officielle Twitter, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zen, a salué, je cite, « la sage décision des groupes politico-militaires ayant suspendu leur participation aux pourparlers de paix de Doha de revenir sur leur décision dans l'intérêt de la paix ». Maroc, le ministère des Palais Royaux annonce le report de toutes les activités, célébrations et cérémonies qui se tiennent à l'occasion de la commémoration du 23e anniversaire de l'accession du roi Mohammed VI au trône. Le communiqué justifie cette décision avec la poursuite des mesures préventives contre la pandémie de la Covid-19. Une annonce qui alimente encore plus les questions sur l'état de santé du monarque marocain. Souila Akilal. Pour la 3e année consécutive, les festivités des célébrations officielles de l'anniversaire de l'accession au trône du roi Mohammed VI sont annulées. C'est pour les 2 précédentes années, la pandémie du coronavirus en était la principale cause. Cette année, par contre, les raisons avancées ne semblent pas convaincre grand monde et les spéculations sur l'état de santé du monarque marocain vont bon train.
Les observateurs remettent en cause la validité des raisons avancées par un communiqué du ministère des Palais Royaux du Maroc, qui a annoncé le report de toutes les célébrations qui se tiennent à l'occasion de la commémoration du 23e anniversaire de l'accession du roi Mohammed VI au trône, compte tenu de la poursuite des mesures préventives contre l'épidémie du coronavirus. Mais l'incertitude entourant la santé du roi demeure plus que jamais vive, surtout que ce dernier avait été annoncé positif au virus il y a quelques semaines et depuis n'est plus apparu en public. Les médias marocains s'interrogent sur le réel état de santé de leur monarque, dont le long silence inquiète de plus en plus et laisse place au doute. Mohammed VI n'est guère apparu sur la scène politique marocaine malgré la crise politique qui secoue le régime du Marzen, une grogne sociale et une ébullition sans précédent due notamment à une baisse drastique du pouvoir d'achat et à l'inflation, mais pas que. En effet, sur le plan politique, le régime marocain a choisi son camp en normalisant ses relations avec l'entité sioniste, ce qui n'a fait qu'isoler le pays sur la scène internationale, entassant au passage la réputation de ce pays et de son peuple. Peuple qui lui rejette et dénonce cette décision et le fait savoir haut et fort. Et justement, l'occupation marocaine du Sahara occidental n'en finit pas d'essuyer les revers diplomatiques. Le dernier épisode en date est le plaidoyer lancé par le président de la commission de défense du Sénat américain, James Inhofe, qui a chargé vigoureusement le Royaume du Maroc, accusé de ne pas respecter le droit international et d'entraver la résolution du conflit. Sofiane Baroudi. James Inhofe, sénateur républicain de l'Oklahoma et président de la commission de défense du Sénat américain, a encore une fois plaidé en faveur du droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. Il a ainsi déploré l'obstruction au droit international opérée par la monarchie marocaine qui bloque le processus de paix au Sahara occidental en imposant une situation de fait accompli colonial. Comme je l'ai déjà précédemment mentionné, je me sens profondément concerné par la cause du peuple du Sahara occidental. Durant plus de 5 décennies, ce peuple a été le sujet de récurrentes promesses non tenues, ainsi que de vicieuses attaques perpétrées par le gouvernement marocain. Le Maroc ne fait rien pour réparer les dommages qu'il a causés à l'encontre du peuple sahraoui tout au long de ces années. Le Maroc n'a également rien entrepris pour démontrer une sérieuse intention de résoudre cette crise. Pour rappel, plusieurs grandes institutions internationales, à l'instar de l'Union africaine, des Nations unies, de la Cour internationale de justice ou de la Cour de justice européenne, reconnaissent le principe de la nécessité de l'organisation d'un référendum d'autodétermination permettant au peuple du Sahara occidental de choisir librement son destin en application de la légitimité internationale. L'exercice militaire African Lion a connu cette année pour la première fois la participation de l'armée d'occupation sioniste. À ce propos, la dernière visite du chef d'état-major sioniste au Maroc est un facteur belliqueux de plus qui fait monter les tensions dans la région en entérinant l'alliance coloniale entre deux régimes connus pour leurs violations récurrentes du droit international. Le Royaume du Maroc s'empêtre dans une politique du tout répressif au Sahara occidental et continue d'entraver les missions de contrôle des droits de l'homme dans les territoires occupés, ainsi que le bon fonctionnement de la mission onusienne, comme le démontre l'annulation de la dernière visite de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies au Sahara occidental, Staffan de Mistura. Le carnage raciste perpétré à Nador contre des demandeurs d'asile de différentes nationalités africaines a sans doute augmenté l'isolement du Royaume sur le continent. Ceci s'agrège à la crise multidimensionnelle profonde que vit le Maroc. Le Premier ministre a essuyé une vague de mécontentement populaire très forte et la suspension des festivités de la journée du trône laisse planer le doute sur la situation d'un monarque qui cache mal la crise institutionnelle dans laquelle est plongée la monarchie, confrontée plus que jamais à des lendemains incertains. Et puis en France, une proposition de projet de loi condamnant l'apartheid sioniste en 24 pages a été émise par une quarantaine de députés au Parlement français. Le texte propose de commander le régime d'apartheid sioniste institutionnalisé et de sanctionner les principaux responsables de cette situation d'oppression contre le peuple palestinien. Le projet propose également de légaliser la campagne de boycott contre les produits israéliens, BDS, ainsi que la reconnaissance officielle de l'État palestinien. Ce projet de loi commence déjà à susciter une vive polémique en France et un débat houleux devrait animer prochainement l'hémicycle.
Et en Palestine, on voit la naissance d'un mouvement de protestation contre les arrestations et détentions arbitraires de l'occupant sioniste. Plus de 70 détenus entament ce dimanche une grève de la faim en solidarité avec 2 autres détenus grévistes. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Ils s'appellent Raed Rayan et Khalil Aouaouda. Ils sont les symboles d'une résistance à l'oppression et au déni de liberté imposé par le système sioniste. Ce dimanche, ils seront plus de 2 à mener une grève de la faim. À Ramallah, 75 autres détenus palestiniens entameront une grève de la faim illimitée au niveau des prisons de l'occupation sioniste en solidarité avec les 2 prisonniers grévistes, Raed Rayan et Khalil Aouaouda, en détention administrative. La détention administrative se caractérise par l'absence de jugement ou d'inculpation. Raed Rayan, 28 ans, qui est en grève de la faim depuis maintenant 108 jours, a été arrêté le 3 novembre 2021. Par ailleurs, les forces de l'occupation ont renouvelé de 4 mois la détention administrative de Khalil Aouaouda, 40 ans, qui avait précédemment suspendu sa grève de 111 jours. Il a repris celle-ci en protestation à la décision des forces d'occupation sionistes de renouveler sa peine. Selon les sources locales, l'état de santé des 2 détenus est très critique. En outre, plus de 500 détenus administratifs poursuivent leur boycott des tribunaux de l'occupation sioniste pour le 203e jour consécutif, en protestation contre la politique de détention administrative illégale menée par l'entité sioniste. Et puis Tunisie, coup d'envoi du référendum de la nouvelle constitution à l'étranger ce samedi. Les toutes premières opérations de vote ont démarré à Sydney en Australie. Le nombre de personnes inscrites au référendum s'élève à un peu plus de 9 200 000 selon les statistiques de l'instance supérieure indépendante pour les élections. Pour les électeurs résidant hors du territoire de la Tunisie, le référendum se tiendra du 23 au 25 juillet, alors que le vote à l'intérieur du pays devrait se faire dans la journée du 25 juillet. Et on va en parler ce soir avec notre invité qui nous rejoint par téléphone depuis la Tunisie, Rafa Tabib. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes géopoliticien et chercheur universitaire. Alors, le référendum sur la nouvelle constitution en Tunisie est prévu donc pour ce lundi 25 juillet. Aujourd'hui, on le disait à l'instant, le vote a débuté à l'étranger. Monsieur Rafa, dans ces grandes lignes, qu'est-ce que dit réellement ce projet et qu'est-ce que ça changera concrètement pour les Tunisiens? Vous me permettrez d'abord de commencer par remercier les forces de la sécurité et des pompiers algériens qui nous ont prêté main forte pour éteindre les grands incendies que nous avons eus à Bougranim dans la région de Tunis. Ça a été vraiment un acte de bravoure de la part de nos frères algériens. Pour ce qui est de la nouvelle constitution, eh bien, c'est une constitution qui s'inscrit dans la ligne droite d'une vision de la Tunisie indépendante et surtout souveraine. Parce que, qu'on le veuille ou pas, la constitution de 2014 a ouvert la voie, une voie royale pour les partis politiques, pour certaines associations qui sont financées par des forces politiques étrangères, par des pays étrangers, afin d'interférer dans nos affaires intérieures. Ce que nous avons eu à un certain moment, c'était des partis qui étaient financés, qui étaient commandés par l'extérieur. À un certain moment, le Parlement tunisien passait des lois après minuit pour ouvrir le marché tunisien à des produits venant de pays bien déterminés, qui sont des pays alliés à certains partis politiques. Oui. De même, la Constitution de 2014 a effrité le pouvoir. On a 3 centres de pouvoir. Dans l'un qui est le plus puissant, ça veut dire le chef du gouvernement, qui n'est pas une personne élue, qui peut être un illustre inconnu et qui peut être catapulté par des accords politiques entre des partis à la tête du gouvernement et peut devenir une personnalité extrêmement puissante alors qu'elle n'a même pas été élue, alors que le président de la République élu au suffrage universel direct peut être considéré comme une personne extrêmement marginale. Donc il y a cette recomposition du pouvoir. Maintenant nous allons avoir un régime présidentiel fort et surtout une personnalité que le pays, que le peuple, que l'électeur tunisien
peut à la fin évaluer et surtout il peut lui demander des comptes, parce que ce qu'on a vu avec les chefs de gouvernement qui sont passés et surtout pendant la période du Covid, c'est que c'était des gens qui étaient extrêmement irresponsables, mais personne n'a pu leur demander des comptes. Oui. Mais comme dans chaque démocratie, Monsieur Rafah Tabib, il y a des satisfaits et des mécontents. Comment témoignent les protestations à Tunis? Que reprochent réellement les manifestants à Kais Saïed, ces manifestants qui sont sortis défiler hier, vendredi? Nous avons vécu en Tunisie une décennie où les partis et même les associations sont financés par des pays occidentaux, par des ONG essentiellement occidentales, américaines et européennes, qui ont voulu créer en Tunisie une nouvelle élite politique. Qu'on le veuille ou pas, il y avait énormément d'argent qui circulait dans ce pays pour acheter des positions, pour acheter des partis pris politiques, etc. Et donc, tout le monde sait qu'une fois cette constitution va passer, la souveraineté va être élevée au rang de loi totale, et donc il n'y aura pratiquement plus de financement étranger. Et je ne vous dis pas un secret, mais je ne révèle pas un secret, mais dernièrement, il y a eu des pays occidentaux qui ont dit si maintenant cette constitution passe, eh bien, nous n'allons plus financer les ONG en Tunisie. Et ça veut dire que vous allez avoir des centaines, pour ne pas dire des milliers, de personnes qui sont employées dans ces ONG, dans ces associations, dans ces partis, qui vont perdre leurs moyens de vie. Et donc, on aura des chômeurs. Et ce sont ces gens-là qu'on a vus ces derniers temps dans les rues. Regardez le nom des associations et vous aurez une idée sur les partis qui sont derrière, surtout les partis occidentaux et les partis américains. Donc, une opposition côté, bien sûr, il y a des gens qui votent pour cette constitution, tout en sachant que elle peut comporter quelques parties qui ne peuvent pas être acceptées pour l'instant, mais bon, ça se fera à fur et à mesure. Merci, docteur Rafah Tabib. Vous êtes géopoliticien et chercheur universitaire. Merci pour ces éclairages. Donc, dans le nord du Mozambique, elles sont au moins 1 500 000 personnes à avoir besoin d'une aide humanitaire et d'une protection vitale. Une aide indispensable en raison de l'impact continu du conflit armé, de la violence et de l'insécurité dans la province de Cabo Delgado. C'est ce qu'a indiqué le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Plus de la moitié d'entre eux sont des enfants et plus de 60% des adultes sont des femmes ayant fui d'horribles brutalités en quête de sécurité. Et puis cet accord signé hier à Istanbul, dont l'Union africaine se félicite. Moscou et Kiev ont signé pour faciliter les exportations des céréales ukrainiennes bloquées dans le port de l'Odessa. Une bonne nouvelle pour quelques pays africains confrontés à une crise alimentaire accrue. Mohamed Wali Ben Chabel. Sous les auspices de la Turquie et de l'ONU, la Russie et l'Ukraine trouvent un terrain d'entente sur les exportations des céréales ukrainiennes. L'Union africaine se félicite de cet accord visant à exporter entre 20 et 25 millions de tonnes de grains bloqués. J'ai eu également un entretien avec la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Madame Amina Mohamed, qui m'a dit que les choses avançaient. Et je suis heureux de constater que le président Poutine a décidé de signer cette proposition. J'ai indiqué d'ailleurs au président Zelensky que je souhaitais que l'approvisionnement se fasse en priorité vers le continent africain. L'opération militaire russe en Ukraine a conduit à une flambée des cours des céréales et des huiles, frappant durement le continent africain, très dépendant de ces deux pays pour son approvisionnement. La levée de ces blocus contribue dans une certaine mesure à atténuer la faim extrême à laquelle sont confrontées plus de 18 millions de personnes en Afrique de l'Est, dont 3 millions sont déjà confrontées à des conditions de faim catastrophiques.
Un paquet de documents a été signé à Istanbul afin de régler le problème de livraison d'engrais et de produits alimentaires sur les marchés mondiaux. Les accords entre Moscou, Ankara, Kiev et l'ONU prévoient également la création d'un centre de coordination dont les représentants inspectent les navires afin d'exclure toute contrebande d'armes et des actes de provocation. Et dans le conflit ukrainien toujours, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, condamne sans réserve les attaques contre Odessa et ne condamne pas les attaques contre le Donbass. C'est ce qu'a confirmé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un entretien accordé à Russia Today. Zakharova qui a été surprise sur sa chaîne dans Telegram que Guterres ait sans réserve condamné les attaques contre Odessa et n'ait pas condamné le meurtre d'enfants par le régime de Kiev dans le Donbass. Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a confirmé plus tôt que la Russie n'était pas impliquée dans le bombardement du port d'Odessa. Diplomatie, le ministre algérien des Affaires étrangères Ramtan Lamamra, en sa qualité d'envoyé spécial du président de la République Abdelmadjid Tebboune, a été reçu ce matin à Bagdad par le président irakien Barham Saleh et le premier ministre irakien Mustafa El-Kazimi. Au cœur des discussions entre les deux parties, les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, mais aussi la 14e session de la commission mixte algéro-irakienne. Au Liban, l'ONU souligne l'impératif humanitaire de protéger les réfugiés syriens malgré la crise. Au cours des dernières semaines, les discussions publiques sur le retour des réfugiés syriens en Syrie se sont multipliées au Liban. Najat Rochdi, la coordinatrice résidente et humanitaire des Nations Unies pour le Liban, prend position pour la protection des réfugiés syriens dans le pays. Et en Iran, 21 personnes sont mortes dans de graves inondations qui ont frappé plusieurs villes de la région d'Eshteban et de ses environs dans le sud du pays. 2 personnes sont portées disparues. Ces inondations ont été provoquées par de fortes pluies dans ce pays largement aride. En Grèce, sur l'île de Lesbos, un incendie de forêt dans une station balnéaire populaire détruit au moins 2 maisons et oblige à évacuer les touristes et les résidents ce matin. 7 avions et 1 hélicoptère ont été déployés par les pompiers pour lutter contre les feux. Le maire de Lesbos-Ouest a ordonné l'évacuation par précaution de la station balnéaire animée. Il n'a pas précisé le nombre de personnes évacuées. Nous le disions en titre santé, l'OMS déclenche ce samedi son plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe. Près de 17 000 personnes ont été touchées dans 75 pays. Et si les autorités sanitaires ont fait état d'une baisse du rythme de contagion, le nombre de cas augmente rapidement. C'est seulement la 7e fois que l'OMS a recours à ce niveau d'alerte. Hier, l'Agence européenne des médicaments a déclaré avoir approuvé l'utilisation d'un vaccin contre la variole humaine pour étendre son utilisation contre la propagation de la variole du singe. En résumé, nous sommes donc en présence d'une épidémie qui s'est propagée rapidement dans le monde entier par de nouveaux modes de transmission dont nous ne savons pas grand-chose et qui répond aux critères du règlement sanitaire international. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé que l'épidémie mondiale de variole du singe représente une urgence de santé publique de portée internationale. Et aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump condamne l'audience du Congrès sur l'assaut du Capitole, affirmant qu'ils feront tout pour le nuire et qualifiant les témoignages de fiction totale. Des déclarations faites lors d'un meeting en Arizona, en concurrence avec son ancien vice-président Mike Pence, où Trump soutenait chacun des candidats républicains rivaux au poste de gouverneur de cet État du sud-ouest des États-Unis.
Ils veulent me nuire par tous les moyens pour que je ne puisse plus me présenter. Ils feront tout pour me nuire. Le peuple d'Arizona va virer les démocrates de la gauche radicale. Vous allez élire une femme vraiment formidable que j'ai appris à connaître très bien, Carrie Lake, comme prochain gouverneur. Nous allons élire une incroyable liste de vrais républicains américains dans tous les scrutins. Et nous allons mettre fin à la folie de Nancy Pelosi. Et toujours dans l'affaire de l'assaut du Capitole, l'ex-conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, accuse les membres de la commission d'enquête du 6 janvier de manquer de cran. Il a été reconnu coupable d'entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès par un tribunal fédéral pour avoir refusé de coopérer avec la commission sur l'assaut du Capitole. On écoute. Je veux remercier le jury pour ce qu'il a fait, le juge en particulier, la cour, tout le monde. Je n'ai qu'une seule déception et c'est le manque de cran des membres du comité du procès spectacle, du comité du 6 janvier qui n'ont pas eu le courage de venir ici et de témoigner lors d'une audience publique. Ils ont peut-être gagné le procès aujourd'hui, mais ils ont perdu leur appel en plaidant aujourd'hui. Honte à ce bureau du procureur des États-Unis et au ministère de la Justice pour avoir été aussi loin dans cette enquête. Ils ont présenté un raisonnement aujourd'hui qui déchire complètement le principe de séparation des pouvoirs de la Constitution. En Thaïlande, le Premier ministre et son gouvernement ont de nouveau survécu à une motion de censure déposée par l'opposition. Il s'agit de la 4e motion de censure à laquelle survit Prayut Chan-o-cha, dont le mandat prend fin en mars 2023. Les raisons principales évoquées par l'opposition pour déposer cette motion de censure concernent la gestion économique du pays qui peine à reprendre son souffle depuis la fin des restrictions sanitaires. มติก็คือไว้วางใจครับท่านประธานครับ Et on va parler sport à présent, on va parler du 5e championnat arabe de natation qui se déroule au centre nautique du complexe olympique Miloud Hetfi à Oran. Cette compétition, donc ce championnat qui se poursuit, on va en parler en direct tout de suite avec notre envoyé spécial qui est sur place, Faisal Saleh. Vous êtes en direct du centre nautique du complexe sportif d'Oran Miloud Hetfi. Bonsoir Faisal. Bonsoir Fatma. 4e journée donc de ce championnat arabe de natation. Les nageurs algériens et égyptiens sont toujours coude à coude, mais l'Égypte garde toujours ce léger avantage au tableau de chasse des médailles. Toujours l'Égypte garde cet avantage dans le tableau général, mais la 4e journée pour le moment, l'Algérie est devant 4 médailles d'or pour cette journée. Oussama Sahnoun qui a commencé dans 100 mètres nage libre, une première médaille d'or pour l'Algérie. Juste après, le fantastique, le magnifique, on parle de Jawed Sayoud, une autre médaille, 200 mètres brasse, une médaille d'or. Et avec Jawed, il y avait Lounis Khedrich qui a remporté l'argent. La 3e médaille d'or, c'était pour Nefsi Rania, elle était juste magnifique. Nefsi Rania, elle a remporté l'or et ça passe la première médaille d'or, la 3e d'or pour Nefsi Rania. L'Algérie qui a encore remporté il y a quelques secondes une autre médaille dans une épreuve de dos. Il s'agit de Abdallah Arjoun qui a remporté le 100 mètres nage à dos. Et 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent signées Lounis Khedrich et aussi Mjahid Nesrine. Et pour le bronze, on a le bronze de Abdelawi Samara, Ramzi Chouchar. Donc pour le moment, on a aussi 3 bronzes. Donc 3 médailles de bronze, 2 médailles d'argent et 4 médailles d'or. On est devant sur cette journée. L'Égypte pour le moment a que 3 médailles d'or et le suspense reste toujours pour cette 4e journée. Et pour les finales qui restent, l'Algérie peut renverser, on va dire, la situation. Merci Faisal. De relais encore et aussi une participation de Saïd. Et quand on dit Saïd, apparemment à Oran, on dit l'or. Merci Faisal Salah, on reviendra vers vous pour la 5e et dernière journée prévue demain, donc pour nous tenir au courant de ce championnat arabe de natation. Et on va parler culture, on va s'intéresser au 7e art ce soir. Lumière sur les festivals internationaux qui ont marqué l'actualité de la semaine. Amira Bedja nous y emmène.
À San Diego, dans la ville du sud de la Californie, des dizaines de milliers de fans, pour beaucoup costumés comme leurs héros préférés, ont afflué ce jeudi pour le grand retour du Comic-Con. Le plus célèbre festival consacré au fantastique où seront dévoilées des séries dérivées de Game of Thrones et du Seigneur des Anneaux. Les studios de cinéma d'Hollywood comme Disney et Warner Bros. Sont eux aussi présents en force et n'ont pas démenti les rumeurs courant sur une présentation exclusive des premières images de Black Panther Wakanda Forever ou l'annonce d'un nouveau film consacré à Superman. Cette année, le Comic-Con s'est ouvert avec les premières images de Dungeons & Dragons ou L'honneur des voleurs, la première adaptation à gros budget de l'univers médiéval fantastique. Nous avons conçu ce film pour les fans et les non-fans du jeu. Il ne nécessite aucune connaissance préalable. Vous pouvez venir sans rien savoir et passer un bon moment. Pour être honnête avec vous, quand j'ai reçu le scénario, j'ai pensé que ce n'était pas pour moi. Et puis j'ai ri et ri encore. Les scénaristes sont très drôles. Le festival prendra fin ce 24 juillet. Un autre festival cinématographique, mais cette fois-ci de l'autre côté de la planète, en Jordanie. Le Festival international du film d'Amman est à sa 3e édition. Il se libère des restrictions qui l'ont entravé les années précédentes à cause de la pandémie du Covid-19. La programmation de cette année comprend 49 films de 29 pays dont la plupart sont les récents favoris des festivals internationaux. On citera le film palestinien Farah de la réalisatrice scénariste Darine Sallam ou le film algérien Soula du réalisateur Salah Issad. Le festival prendra fin ce 29 juillet. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Tout de suite, un point météo. Je vous souhaite une excellente semaine et une excellente soirée sur A24 News. Je vous retrouve le week-end prochain, comme de coutume. Salut.